Il y a un guide du routard Picardie derrière toi. Et excuse-moi, mais ça m'envoie un peu de rêve. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend la pause et dégaine sa plus belle duckface pour évoquer la suite d'une comédie culte, Zoolander 2, le retour de l'inénarrable Derek Zoolander, toujours interprété par Ben Stiller qui réalise également le film, l'occasion d'évoquer le premier du nom sorti il y a 15 ans déjà, ce qui ne nous rajeunit pas. Pour en causer autour de la table ici, autant que deux stars des podiums à la plastique irréprochable, surtout Alexandre Arnaud, salut Alex. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Tu es magnifique aussi. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 42 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Zoolander 2 fait donc renaître le légendaire Derek Zoolander, mannequin tantinet débilos mais parfaitement adorable qu'incarne Ben Stiller qui réalise, on l'a dit également, le film sur un scénario co-signé par Justin Theroux avec qui il avait déjà bossé sur l'excellent Tonnerre sous les tropiques, et Nicolas Stoller à qui on donne notamment une poignée de sympathiques comédies romantiques avec la bande de Judd Apatow dont le formidable Get Him to the Greek. L'histoire de Zoolander 2 est assez simple, un serial killer dessoude les célébrités et Derek part à ses trousses avec à ses côtés son rival et ami de toujours Ansel McDonald, à nouveau interprété par Owen Wilson. Il recrute au passage la plantureuse Valentina, c'est Penelope Cruz, et vont croiser la route d'un ensemble cast de folie avec dans le désordre Kanye West, Kristen Wiig, Benedict Cumberbatch, Kiefer Sutherland ou encore l'inégalable Will Ferrell qui reprend son rôle de couturier machiavélique Mugatu. But how am I supposed to stop Mugatu? I'm the Mama Pajamba! I'm the Mama Pajamba! You're Derek Zoolander. He stopped a Chinese throwing star with a look. Flash me that beautiful Magnum. Wait, Magnum, now! Oh! You have this! Oh! Yeah! Tequila! Oh! Maybe we could try a washcloth. Nos deux camarades autour de la table ont vu Zoolander 2, mais qu'en ont-ils pensé, Alexandre? Alors, Qu'est-ce que t'es en train de manger, du Alexandre? saucisson dans la bouche, c'est horrible. C'est un sabotage de notre ami Adrien Toffolet de No Fun. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il faut resituer un peu le contexte rapidement du film, qui est teasé de manière excellente, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, par une campagne marketing que certains ont jugé plus drôle que le film, peut-être à raison. Notamment à la Fashion Week. Exactement, à la Fashion Week de Paris il y a 1 an, et moult happening depuis. Le film, quand on l'a reçu en France, là il vient de sortir ces jours-ci, il a été d'abord sorti aux États-Unis et descendu, mitraillé par une énorme partie de la presse américaine. Il s'est planté un peu au box-office, même pas qu'un peu d'ailleurs. Bref, moi personnellement quand j'ai vu le film, j'étais dans ce contexte-là, je m'attendais à voir le truc le plus embarrassant du monde. Ouais. Au final, ça a du coup plutôt bien servi la cause du film, parce que comme j'avais des attentes extrêmement basses, et ben quand j'ai vu le film, j'ai quand même rigolé comme une baleine. Agréablement surpris, sans pour autant être complètement conquis, parce que clairement le film est pas une franche réussite, enfin en tout cas pas une totale réussite, loin de là, mais le film a quand même des séquences, à mon avis, complètement folles. J'ai ri à chaudes larmes, pratiquement. Je repense à Benedict Cumberbatch en personnage plus que transgenre, je sais même pas comment on peut le qualifier, voilà, qui déploie ses ailes à un moment donné. Enfin, c'est complètement absurde. Mais le truc, c'est que le film est totalement con, comme le premier, évidemment. Il assume sa connerie. Il assume sa connerie comme le premier. Après, on en parlera sans doute après tout à l'heure, mais je pense que ce qui est dommageable pour le film, en fait, c'est que plus de 15 ans se sont écoulés entre le premier et le second. Le paysage comique mondial a changé depuis. On n'a plus du tout les mêmes sources de divertissement. Voilà, il y a énormément de contenus humoristiques qui sont produits en permanence. Et du coup, là où le premier réussissait à avoir une certaine originalité de ton et un humour assez ravageur. Là, le deuxième, on a l'impression qu'il est presque concurrencé par tout ce qu'on voit dans les late shows américains dont on voit les extraits le lendemain sur YouTube, dans les séries, que ce soit sur les Netflix ou les networks, etc. Pas mal de choses dont il a posé les bases avec le premier film. En fait. C'est ça le problème du film, c'est que le premier film a tellement été novateur, même si ça avait été un succès mitigé à sa sortie, mais il est devenu culte par la suite, donc il a influencé beaucoup de gens. Et du coup, même si c'est le parrain qui reprend les rênes du truc, il arrive un peu à la traîne par rapport à la chose. Et on en parlera tout à l'heure, mais bon, je pense que le défaut du film par rapport à un Anchorman 2
parce qu'on pourra sans doute parler de présentateur vedette, voilà, les 2 films réalisés par Adam McKay avec Will Ferrell, qui joue dans Zoolander, qui lui aussi a connu une suite tardive. L'avantage d'un Corman, c'est que ça se passe dans des années 70 pour le premier, 80 pour le second. Zoolander, c'est un film qui est censé se passer à notre époque. Et du coup, il n'a pas forcément le recul nécessaire. Toutes les blagues sur les réseaux sociaux, la célébrité, etc. On est tellement inondé de ça en permanence que dans le film, du coup, ça tombe un peu à plat. Mais encore une fois, film un peu décevant, mais très drôle. Stéphane. Moi, je suis. En fait, je vais aller un peu plus loin que mon camarade. En fait, pendant toute la première partie du film, toute l'idée, c'est de montrer les 2 personnages de Zoolander et Hansel comme 2 gros ringards. Et c'est le problème, c'est que le film l'est aussi, quoi. Ouais. Effectivement, en partie à cause de ce que tu dis. C'est-à-dire le fait qu'on soit maintenant inondé de sketchs, de personnages, un peu comme ça. Enfin, Will Ferrell s'en est fait aussi une et qu'on a accès peut-être aussi en prise directe avec tout ce qui se fait aux États-Unis en termes de comédie. Bon, là, ce qu'on n'avait pas forcément à l'époque. En 2001, on voyait les choses de manière un peu plus lointaine. Après, le souci, c'est que, comme l'a dit aussi Alexandre, c'est un film qui est devenu culte sur le tard, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis 15 ans à le faire aussi. Hein. Ils l'ont fait aussi parce que Ben Stiller sort d'un bid dans sa carrière, Walter Mitty. Donc, il a joué, on va dire, entre guillemets, sur une valeur sûre. Et le problème, c'est que c'est un film qui est une valeur sûre, Zoolander 2, c'est-à-dire que tout est ramené au prisme du culte du premier film. Et du coup, il n'y a absolument rien de novateur dedans. C'est-à-dire que même par rapport on va dire, entre guillemets, à la mythologie de Zoolander, c'est-à-dire que... tu y vas, je ne pensais pas entendre cette phrase un jour. Non, mais c'est étonnant parce que tout ce qui pouvait recréer... Par exemple, tout le monde a vu ça, c'est dans la bande-annonce, et c'est d'ailleurs spoilé dans la bande-annonce. Quand Mugatu revient, il faut savoir que c'est quand même 20 minutes avant la fin. Hein. Ouais. Donc Will Ferrell, c'est 20 minutes avant la fin. Heureusement, parce que moi, personnellement, je rigolais pas jusque-là, quoi. Et je trouvais ça même vraiment ringard. Ça m'a glacé d'effroi parce que c'est la première fois... J'aime pas tous les films de Ben Stiller, mais c'est la première fois que je vois un vrai ratage de sa part. Je pense même que c'est pire que Génération 90, hein, donc c'est pour situer le voilà. Et le truc, c'est que le problème, c'est que heureusement Will Ferrell arrive, mais le problème, c'est que tout ce qui aurait pu être de nouveau en fait avec le personnage de Will Ferrell, comme par exemple le fait qu'ils en fassent un personnage bodybuildé, bon, la surprise a été éventée dans la bande-annonce. Oui. S'ils avaient gardé ça jusqu'au bout pour dire bah voilà, les personnages ont évolué, ils ont changé, ils ont fait quelque chose avec ces trucs, et du coup il y a des nouveaux gags en fait qui émanent de ces nouvelles personnalités, ça aurait été super. Désolé pour les gens qui n'ont pas vu le film, je vais un petit peu spoiler, mais pour donner une idée de la chose, il y a le film est truffé de caméos. C'est truffé de caméos. Il y a tout le monde revient. Enfin, tous les gens vivants reviennent. Et David Bowie, quoi. Voilà. Et en l'occurrence, le souci, c'est que bon, il était vivant quand ça s'est tourné, mais un peu mal en point peut-être. Mais le personnage du coup de Kirsten Wiig, il y a une révélation finale qui est triste, quoi, parce qu'en gros, en fait, on se rend compte que c'est le personnage de Mila Jovovich qui était déguisé pendant tout ce temps-là. Et tout ce truc de l'idée de ramener. Rappelez-vous, dans le premier, vous avez rigolé dans le premier, vous allez rigoler dans le deuxième. C'est ce qui rend vraiment la chose ringarde. Le deuxième truc, c'est que Zoolander, c'est un personnage qui a été non pas créé par Ben Stiller, c'est Ben Stiller qui le joue, mais c'était un de ses proches, une personne de son cercle en fait, qui est Drake Satter, qui était un stand-up comédien et auteur, qui a lui créé le personnage, qui a lui aussi en fait fait les premiers sketchs, qui voilà en compagnie de Ben Stiller. Et c'est quelqu'un qui est mort entre-temps voilà. Donc en fait son apport aussi, je pense, à Zoolander 2, forcément il n'est plus là, parce que on parlait déjà à l'époque c'est une suite qui est revenue assez régulièrement. C'était le truc, le serpent de mer, quoi. Voilà. Et lui il est mort, mais il est mort il y a 12 ans, donc voilà. Donc je pense que c'est à la fois figé dans l'hommage, c'est à la fois figé dans l'idée de ne pas trop se planter. En fait ça se plante à cause de ça, et c'est problématique parce qu'en général les films de Ben Stiller sont généralement assez... à défaut d'être novateurs, ils sont assez osés par rapport au concept dans lesquels ils s'inscrivent, quoi. Un truc comme Disjoncté, par exemple, on en parlait tout à l'heure en antenne. Un film comme Disjoncté, ça aurait dû être pour Sony à l'époque un vrai film de Jim Carrey, une vraie comédie à la Dumb and Dumber, et c'est devenu un espèce d'objet étrange entre rêve et réalité, voilà. Et voilà. Donc le problème de celui-là, c'est que ça empile un peu les gags, effectivement, un peu ringardisés, comme dit Alexandre. Et heureusement qu'il y a de temps en temps, suivant ton degré d'affection pour un Will Ferrell ou un autre acteur, tu te dis tiens, lui il apparaît. Il y a Fred Armisen qui apparaît dans un rôle d'espèce de nain. Je travaille avec elle depuis que j'ai 10 ans, mais quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. Voilà. Il joue un personnage d'enfant avec les effets numériques complètement débiles. Donc ça, tu rigoles un peu parce que voilà, c'est un peu étrange, quoi, comme gag. Will Ferrell, il y a un ou deux gags vraiment étranges, le truc où il s'arrache la peau, il se met la tête de Zoolander pour s'échapper
s'échapper de la prison, c'est assez absurde et tout. Mais voilà, c'est quelques trucs comme ça, et le reste du temps, c'est... Mais c'est vrai que le film a un tel niveau de gag que même ceux qui sont ratés, et il y en a beaucoup, sont immédiatement noyés par ceux qui sont bien et qui viennent par la suite. Moi par exemple, je suis pas du tout fan d'un running gag. Je spoil un petit peu, mais pas trop. Un running gag du film qui est qu'en gros, Owen Wilson vit un polyamour post-orgie, post-partouze, avec toute une troupe de gens menée par Kiefer Sutherland dans son vrai rôle. Et ça c'est pas qu'une seule connerie qui apparaît en début de film, ça intervient régulièrement à plusieurs reprises dans le film. Et le truc, c'est que moi, ça m'a pas fait rire une fois, ça m'a pas fait rire. La deuxième fois, ça me fait pas rire. La troisième fois, ça me fait pas rire non plus. Mais au moins, les mecs. Ça émane encore une fois du premier, c'est-à-dire de la partouze du premier. Oui, et l'idée que c'est quelqu'un qui ils ont pris une caractéristique qui était marquante dans le premier volet, ils l'ont poussé à l'extrême dans le second, et là en l'occurrence moi je trouve que c'est pas forcément très très heureux, mais le dernier problème, moi je trouve aussi un très gros problème avec ce film là, c'est que à la fin il y a tellement de caméos qui font venir tout le gratin de la mode. Et c'est fait avec leur complicité, alors que tu sentais que le premier ça se foutait clairement de la gueule de ce truc là. Donc là c'est un peu facile, mais c'est toujours plaisant de taper sur les hipsters. Donc ils le font, il y a un personnage de hipster assez détestable, Will Ferrell lui règle son compte. C'est assez sympa à voir, mais bon voilà, le truc c'est que ça reste un film qui est fait avec le gratin de la mode, avec tous ces gens-là. C'est complètement vrai ce que dit Stéphane, parce que du coup le premier avait été fait, même s'il y avait quand même quelques participations, il y avait des caméos de gens de la mode, etc. qui apparaissaient dedans. Mais en tout cas, le film, comme ça a été fait un bid, on l'a dit tout à l'heure, c'était un bid à sa sortie, il est devenu culte par la suite, et du coup le film est aussi culte dans l'industrie de la mode. Il y a des scènes du premier film quand ils font les présentations qui sont littéralement devenues, je crois, des exemples à ne pas faire, ou des références vraiment dans l'industrie de la mode. Et ce qui est extrêmement gênant dans le deuxième, c'est que non seulement tu as, comme on vient de le dire, cette avalanche de caméos de gens de la mode, Valentino, Hilfiger et compagnie, mais en plus de ça, tu as des partenariats financiers avec certains grands créateurs, des couturiers. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que le premier était quand même une satire sur l'univers de la mode, et là, le deuxième l'est encore, mais à moindre niveau. Et c'est comme si tu avais un film qui était censé dénoncer l'industrie de l'armement qui serait sponsorisé par Dassault. Donc c'est un petit peu bizarre. Zoolander 2, c'est en ce moment au cinéma et on continue. Zoolander, le premier du nom d'Alexandre Avodance, c'est très très beau, aura indéniablement marqué notre génération. Elle peut assez justement être considérée, ce film, comme la première comédie du 21e siècle, puisqu'elle est sortie juste après le 11 septembre. Personnage idiot et outré, péripéties absurdes d'un humour toujours à la limite du douteux qui jamais ne se laisse embourber dans la facilité, disons-le franchement, c'était à se pisser dessus à l'époque, en tout cas pour moi. Je crois que Stéphane Moïsekis n'est pas complètement d'accord, et on y retrouve une bonne partie des visages qui ont fait les grandes heures de la comédie US de ces 15 dernières années, dont on a parlé à l'instant. Ben Stiller, donc Owen Wilson et Will Ferrell entre autres, sans oublier ses caméos donc totalement fous qui culminent avec l'apparition du regretté David Bowie en arbitre d'un duel de mannequins d'anthologie. Old school rules. First model walks, second model duplicates, then elaborates. Okay boys, let's go to work. Je précise que, aussi étrange que ça puisse paraître, il paraît que Zoolander est le film préféré de Terrence Malick. Et oui, c'est vous dire l'impact, quel regard on porte sur Zoolander 15 ans après sa sortie, outre le fait que ça nous fait nous sentir un peu vieux, du coup, Stéphane. Moi, tu t'es déjà vu en 2001, tu t'en fous? Ouais, non, j'avais ton âge à l'époque. Non, mais moi, c'était une déception à l'époque parce que on sortait on sortait de disjoncté, ça faisait 5 ans que c'était sorti, mais c'était le précédent film de Ben Stiller en tant que réalisateur. Et moi j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'en attendais énormément sur ce point de vue-là. C'est un film assez étrange parce que quand tu regardes le film sur le papier et les scènes qui se déroulent devant toi, il y a effectivement beaucoup de scènes où, c'est comme ça que je l'analysais à l'époque, une partie de mon cerveau comprenait que c'était drôle et une autre partie de mon cerveau ne voulait pas faire le lien en fait. Et du coup j'avais du mal à rigoler, alors qu'en fait il y avait toutes les scènes qui pouvaient me faire rire, c'est-à-dire effectivement il y avait des scènes mémorables, la partouze avec les nains, le walk-off que tu as présenté avec David Bowie et plein d'autres moments. Will Ferrell évidemment que j'avais déjà commencé à suivre. Mais
ça me marchait prenait pas vraiment. toi, voilà. Et pourtant, je reconnaissais que c'était bien fait, etc., etc. Et j'ai beaucoup plus apprécié, par exemple, après, même si c'est arrivé quelques années après, du coup, Tropic Thunder, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Extraordinaire. Maintenant, Tonnerre sous les tropiques. Ouais, c'est Tonnerre sous les tropiques. Ouais, c'est Tonnerre sous les tropiques. Et avec plein de moments, comment dire, pareil autres, parce que c'est ça le truc avec Robert Downey Jr. Avec les films de Ben Stiller, c'est que c'est un vrai film de Ben Stiller, Zoolander aussi, sûr. Malgré tout. C'est-à-dire c'est un film qui confronte un peu la logique des personnages, en fait, le fantasme des personnages à la réalité. Et c'est un peu le sujet de tous ces films, en fait, au final, de Disjoncté, de Génération 90, qui s'appelle quand même Reality Bites, quoi, de Tropic Thunder et de Walter Mitty. Donc, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, je trouve, de Zoolander 2. Finalement, ils ne le font plus vraiment ça, à part le début, justement, mais moi je trouvais un peu phagocyté par l'idée qu'ils sont ringardisés. Voilà, donc déception à l'époque, et c'était très étrange parce que je l'ai vu en projo de presse et personne ne rigolait non plus dans la salle, donc c'était un peu étrange. Mais je l'ai revu plusieurs fois depuis parce que je voulais vraiment, comment dire. T'avais vraiment envie de l'aimer. Oui, j'ai un film que j'ai envie d'apprécier. Et voilà, ça marche pas plus que ça, quoi. Mais c'est pas détestable. J'imagine très bien les gens qui étaient avec Stéphane à la projection de presse où ils n'ont pas rigolé, écrire dans leurs canards respectifs 15 ans plus tard, s'ils sont encore vivants. Oh, ce film culte qui nous a tant fait rire. Non, mais c'est vrai que Vas-y, daube sur la profession au passage. Non, mais il a raison, ce n'était pas forcément le meilleur public pour ce film. Non, voilà, bien sûr. Non, mais moi, honnêtement, cette question-là de la relecture a priori, certains pourront même dire révisionnisme. Comme tu y vas. J'y vais. On parle de mythologie, de révisionnisme. C'est Zoolander. Je pense sérieusement qu'on n'est pas à l'abri que la chose, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'on est inondé par des comédies en permanence et que ça a parasité notre découverte du film, je pense que Zoolander 2 a le potentiel d'être revu à la hausse d'ici 5, 10, 15 ans. Parce qu'il y a des trucs qui dans le film, le personnage dont parlait Stéphane tout à l'heure, le hipster, qui est joué, j'ai oublié son nom, mais par un gars qui est dans le casting actuel du Saturday Night Live, où voilà, sans spoiler, enfin si je vais spoiler un petit peu, mais il y a toute une raillerie perpétuelle dans Zoolander 2 sur cette espèce de tendance chez les branches, chez les hipsters, etc., de choisir les endroits les plus délabrés, les trucs les plus trash pour créer leurs événements, faire leurs soirées, etc. Et c'est vrai que c'est un truc assez indéniable. Il y a cette espèce de recherche du truc qui sent un peu le pourri pour donner un cachet. Un excellent épisode de South Park d'ailleurs. Exactement. Dans la récente saison. Et ça, par exemple, nous on est dans ce jus-là, nous on baigne actuellement dans ce truc-là, mais je pense que d'ici quelques années, on aura oublié les sketchs qu'on a vus ou les séries qu'on a vues entre-temps, et ça restera comme un espèce de truc qui effectivement aura senti sous le côté parodie lourdingue, certes, mais qui aura quand même ce côté-là. C'est pas très dur à sentir quand même. Hein. Non. Je suis désolé, mais il suffit que tu sortes dans la rue pour avoir envie d'en foutre de tarte à des hipsters quand tu les croises. Non, mais sincèrement. Oui. Et le truc, d'ailleurs, ce que tu dis, non, mais c'est pas de la haine, c'est vrai. Comme tous les trucs de mode, voilà, tu les kiffes les mecs de la tectonique. Non, mais on s'éloigne du sujet de la tectonique, mais c'était il y a 10 ans. Non, mais par contre, le truc, c'est que d'ailleurs, ce qui est bien vu, c'est sa dernière réplique, sa toute dernière réplique, quand il dit mais en fait je tiens aux gens. C'est le dernier truc qu'il dit, c'est assez bien vu, mais bon, c'est un peu comme Zoolander 1, pardon, tu rigoles pas. Tu trouves ça drôle mais tu rigoles pas. Voilà. Allez, avant de conclure, on va prendre un peu le temps de faire les recommandations d'usage, celles qu'ont choisi nos deux camarades, s'ils ne l'ont pas oublié, non j'ai pas l'impression, autour de l'univers donc de Zoolander. On peut s'éloigner un petit peu. Qu'est-ce que vous conseillez, les garçons? Stéphane? Moi j'aime bien Ben Stiller en tant que créateur, donc je vais conseiller, même si ça a peut-être un peu vieilli maintenant, je pense que ça se trouve en DVD, le Ben Stiller Show. C'était le show qu'il a fait entre guillemets connaître, parce que ça a été assez court en fait au début des années 90. Oui, ça n'avait pas si bien marché que ça en fait. Voilà, mais ça reste aussi culte. Et il y a notamment dedans la meilleure, ça se trouve sur le net, il y a plein de sketchs qui sont sur le net, sur YouTube, et il y a notamment la meilleure parodie de Die Hard dedans, avec des pompages de plans à la pluie, etc. Meilleure parodie que Die Hard 4. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Moi je trouve que c'est en tout cas la plus réussie, et avec Ben Stiller dans le rôle de Bruce Willis, qui le fait assez bien. Formidablement bien, c'est vrai. Alexandre? Alors moi, on reste dans l'univers de Zoolander 2. Tu l'as parlé tout à l'heure, tu as cité son nom, Nicolas Stoller, effectivement, co-scénariste du film avec Ben Stiller et Justin Theroux entre autres, qui est réalisateur de films très bien
comme Get Him to the Greek, mais aussi 5 ans de réflexion, que j'aime beaucoup. Et Sans Sarah Rien ne va. Voilà, Sans Sarah Rien ne va, c'est pas mal du tout. Nos pires voisins, je suis un peu moins fan, mais bon, bref. C'est mieux que Zoolander 2. Mais c'est Nos pires voisins 2. Mais Nicolas Stoller, on le voit très bien sur Zoolander 2, il est parfois juste scénariste, sans avoir aucune implication dans la mise en scène. Et parmi les films qu'il a co-scénarisés, il y a les 2 derniers films Muppets. Voilà, les Muppets, le retour, et le deuxième s'appelle Opération Muppets. Arrête de me voler mes recos. et franchement, ces 2 films-là, moi je suis pas un fan hardcore des Muppets, que je connais très très mal. J'ai pas vu des épisodes de la série originale, j'ai pas vu même les films dérivés de la série originale. Bah ouais. Mais les 2 derniers, parce qu'il y avait des castings hyper alléchants. Dans le 1, c'était Jason Segel, dans le 2, c'était Ricky Gervais, avec à chaque fois des guests autour innombrables, avec à chaque fois une BO super bien signée par Brett McKenzie des Flight of the Conchords. Les Muppets. Et donc ces 2 films-là qu'il a co-scénarisés, il y a Tina Fey dans le deuxième, sont hyper drôle, hyper touchant, et voilà, donc je les conseille chaudement. Je suis tout à fait d'accord. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil. Prochaine émission, c'est dans une semaine et je vais essayer de me rappeler de quoi on va parler. Oui, si, on parlera du documentaire Jodorowsky's Dune. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, sur toutes les plateformes. C'est facile, on s'appelle Nociné à chaque fois. Sinon, nociné.com, c'est le plus simple. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Sauf quand vous dites du mal de Stéphane Moïsaki, ça c'est pas bien, donc ne le faites pas. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Jean Z, No Game, c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime. J'adore les phrases des passants, je pourrais les écouter pendant des heures. Qu'on déteste. C'est horrible, les personnes, moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con quoi. Ou les 2 à la fois. No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. À la semaine prochaine.